Bonjour, bienvenue sur Mediapart et dans notre collection d'émissions Un monde à vif, les émissions sur l'actualité internationale. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Iran, qu'on pourrait placer sur la carte de tous ces soulèvements populaires qui se déroulent dans le monde en ce moment et que Mediapart chronique. Mais ce soulèvement-là, il a été brutalement réprimé par le régime iranien et autre originalité, il a été réprimé dans une sorte de blackout. On a eu des connexions Internet qui ont été réduites à presque néant. Et derrière cette répression interne, il y a des enjeux, celui d'un modèle politique qui croule sous le poids de ses engagements extérieurs. Et c'est de ces deux aspects dont on va parler avec nos invités aujourd'hui. Je reçois Jean-Pierre Perrin, que les lecteurs de Mediapart connaissent bien, qui est grand reporter, bon connaisseur de l'Iran. Bonjour. Bonjour. Et puis Clément Terme aussi est avec nous. Alors vous êtes historien, chercheur au CERI, ce laboratoire de Sciences Po, et vous êtes spécialiste également du monde iranien. Et on signale L'Iran et ses rivaux, qui est un ouvrage collectif, il me semble, à paraître bientôt. Jean-Pierre, je vais commencer avec toi pour une première question sur ce fameux blackout qu'il y a eu. C'est-à-dire que la répression s'est faite d'une manière totalement opaque. Comment est-ce qu'il a été si facile techniquement pour le pouvoir de couper l'Iran de l'extérieur? Et deuxième question, est-ce qu'il y a là une particularité ou est-ce que beaucoup d'autres régimes autoritaires pourraient faire la même chose? Alors, premièrement, pour répondre à la première partie de votre question, c'était une grande surprise quand même. D'abord, on ne savait pas que l'Iran avait la capacité de décréter ce qu'on peut appeler un embargo numérique aussi efficace, aussi rapidement, et finalement qui a parfaitement marché, puisque pendant 3 jours environ, nous avons été coupés de l'Iran. Quasiment aucune nouvelle. Voilà. Alors que vous savez maintenant, avec chaque fois qu'il y a une manifestation, les téléphones portables entrent en action. Nous avons tout de suite des vidéos montrant les violences policières ou éventuellement les violences du côté des manifestants. Et là, brutalement, au bout d'une journée, parce que la première journée on en a eu, la deuxième journée, blackout total, et effectivement, l'Iran est entré dans le noir, et nous avons eu que des informations parcellaires, ce qui est une réussite pour le régime, parce que finalement, il n'y a rien eu sur les grands médias nationaux. Vous pouvez regarder les télévisions françaises, bon, il y avait absolument rien. Bon, heureusement, la BBC en persan, par exemple, a sauvé un peu l'honneur, mais ça a été assez catastrophique du point de vue de la couverture médiatique. Donc, le régime iranien avait rempli son premier objectif, son deuxième objectif étant sans doute d'éviter que les différents soulèvements, puisqu'il y a une 60aine de villes, voire davantage concernées par les émeutes, par les soulèvements, puissent communiquer les uns avec les autres. Et ça a été également redoutablement efficace. Ouais. En termes de bilan quand même, parce que le dernier grand soulèvement qui avait eu lieu, il y en a eu plusieurs depuis, mais 2009, il me semble qu'il y avait eu moins de 100 morts en 10 mois. Là, on parle de au moins 200 morts, et c'est sans doute une estimation basse, en quelques jours à peine, c'est ça? Oui. Alors le dernier grand soulèvement, c'est quand même l'hiver 2017-2018, où là, effectivement, les classes les plus défavorisées se sont rebellées, là aussi dans un grand nombre de villes, de petites villes. Cette fois, nous avons eu à la fois des petites villes et des grandes villes, dont Téhéran, et les étudiants également, ce qui diffère. Mais alors, le Parlement, un responsable du Parlement, de la Commission de défense, a parlé de plus de 7000 arrestations, ce qui est considérable. Un site proche des réformistes parle de 369 ou 370 tués. Amnesty International a un bilan légèrement en deçà, mais fait savoir qu'elle n'a pas toutes les informations en sa possession pour pouvoir établir un bilan avec certitude. Je crois que le bilan reste encore à faire. On a trop peu d'informations et trop parcellaires pour pouvoir encore aujourd'hui établir un bilan, mais des villes du sud de l'Iran en particulier, du Khuzestan dans les populations arabes, je crois que le bilan est très élevé, à Shiraz également, et effectivement le Kurdistan qui a été l'une des grandes, où la répression a été particulièrement violente. Clément Terme, Jean-Pierre commençait à évoquer la sociologie aussi de ce mouvement. Est-ce qu'il a une originalité par rapport aux autres mouvements qui ont été pour le coup abondamment chroniqués dans les médias occidentaux? Et est-ce que cette sociologie peut expliquer on va dire, l'aisance avec laquelle ça a été réprimé, quoi? Oui, je pense que le mouvement est profond et il traduit des mécontentements qui augmentent. C'est-à-dire qu'en 2009, il ne s'agissait pas de changer le régime de la République islamique, il s'agissait de défendre la réforme dans le cadre du système. Donc il y avait 2 candidats à l'élection présidentielle et l'élection avait été probablement frauduleuse pour faire gagner le candidat du guide. Et le candidat qui était pour la réforme
avaient été victimes de cette fraude. Là, ce n'est pas du tout ce schéma-là. C'est un désespoir. Et on est dans un schéma soit de retour à la monarchie, avec une nostalgie pour ce qu'il y avait avant, donc il y a un échec cinglant pour la République islamique, qui pense avoir une forme de légitimité populaire. Depuis 1979. Voilà, qui était un mouvement massif de la population pour le changement de régime. Mais déjà, à l'époque, le mouvement était beaucoup plus divers que la République islamique l'est devenue par la suite, puisqu'en 3-4 années, il y a eu des purges, et toute la gauche, par exemple laïque, séculière, a été éliminée. Donc on voit finalement que le rétrécissement progressif depuis 40 ans du champ politique sur lequel se construit ce régime, se bâtissent les élites politiques et réduit aux fidèles de l'ayatollah Khomeini, donc une idéologie très réactionnaire, qu'on qualifierait ici proche des identitaires, d'extrême droite. Il faut bien comprendre que le groupe qui soutient cette idéologie-là est en train de se restreindre, et donc du coup les mécontentements augmentent, et il y a maintenant une partie significative de la population qui est prête à passer à la violence, parce qu'ils ne croient plus du tout dans la réforme. Et c'est ça qui est nouveau. Il y a des bâtiments qui ont été brûlés, on a quand même eu des banques, des bâtiments officiels. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'on risque sa vie. Centaines de banques. Voilà. Et quand on manifeste hors du cadre du régime, les manifestants, notamment les plus jeunes, risquent leur vie. Donc ça veut dire que ça traduit un désespoir, et à la fois économique, donc la situation se dégrade, mais aussi une volonté d'un changement politique. Et le problème, c'est que ce régime n'est pas capable de se réformer, et il n'y a pas d'alternative pour l'instant. Et c'est là où est toute la question, c'est qu'est-ce qui peut naître pour passer du mouvement social à un projet politique alternatif. Pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est vrai que qui connaissent pas forcément très bien l'Iran, c'est souvent présenté à juste titre comme un régime autoritaire avec une grande place des dignitaires religieux pour exercer la domination politique. Avec votre vocabulaire de scientifique, comment est-ce que vous qualifieriez ce régime ? Alors, j'appelle ça une théocratie milicienne et parlementaire, sachant que le pilier milicien est beaucoup plus important aujourd'hui que le pilier parlementaire, parce que dans, par exemple, décision d'augmenter les prix de l'essence, qui est à l'origine. Voilà, le Parlement n'a pas été consulté. Ils ont créé une nouvelle autorité des 3 pouvoirs, qui est le pouvoir judiciaire, le pouvoir du guide, donc de droit divin, et le pouvoir du président. Donc on voit que finalement le côté populaire de la légitimité de la République islamique est en train de disparaître. Donc il y a vraiment une normalisation autoritaire. Mais ce qui est particulier par rapport aux autres régimes autoritaires, c'est la nature de l'idéologie. C'est un processus d'idéologisation de la religion chiite. Et donc c'est là, dans ce contexte nouveau, le gouvernement religieux, et d'ailleurs le candidat déchu de 2009, le réformateur Moussavi l'a mentionné, la différence entre le Shah d'Iran et le guide suprême d'aujourd'hui, il a dit que c'était finalement une répression par un gouvernement religieux, alors que précédemment c'était une répression par un gouvernement monarchique. Mais finalement, je pense que le problème auquel vont être confrontées les élites de la République islamique pour organiser les prochaines élections, c'est de coopter les oppositions. En 2009, ils avaient réussi à le faire. En 2013, Rouhani avait été élu. Et c'était quand même la traduction du mouvement vert de 2009 récupéré par la République islamique. Parce que là, vous venez de citer Moussavi, donc il y a un responsable qui est soit en résidence surveillée depuis 2011, si je ne me trompe pas. Donc il a été assez critique, il a émis des remarques critiques sur la répression. En même temps, dans les prochains jours, on se le disait avant de démarrer l'émission, il y a quand même une forte cohésion de ces élites de la République islamique. Oui, tout à fait. Je crois qu'on ne peut plus faire de différence maintenant entre les réformistes et les ultras, parce que finalement, en termes de répression, ils ont fait preuve d'une solidarité. Alors, on note quand même quelques petites fissures ici et là. Par exemple, l'ancien maire de Téhéran, Karbachi, par exemple, a dit que finalement, il avait trouvé totalement indécent certaines déclarations du ministre de l'Intérieur, et il avait trouvé également honteux le rire du président, ou quelque chose comme ça. Donc, mais ça reste quand même des marginaux, finalement, même si cette personnalité est quand même le chef d'un des partis qui partagent le pouvoir. Donc, mais ça reste quand même très, très marginal. Mais je crois que le régime va faire un effort quand même pour trouver des réformateurs
présentable à nouveau, pas trop impliqué dans la répression, pour avoir des candidats pour les prochaines élections législatives, afin toujours de montrer au monde entier qu'il y a toujours une alternance possible en Iran entre les réformistes et les conservateurs. Donc il va fabriquer son propre pluralisme, en gros. Ça. Oui, il va fabriquer son propre pluralisme. Ce qu'il fait très bien depuis le début, d'ailleurs. Pour qu'on progresse, là, on a dit c'est parti d'un prix de l'essence qui a augmenté. Qui a triplé. Est-ce que à quel point on a vu dans les manifestations être pointé le fait que, en gros, les dirigeants filaient de l'argent aux activités iraniennes à l'étranger, mais pas assez pour les Iraniens eux-mêmes. Est-ce que ça, c'était très présent et plus présent que d'habitude? Alors l'intérêt de l'embargo numérique, c'est justement qu'on ne pouvait pas voir les slogans lancés par les manifestants, qu'on a vus un peu plus tard quand même, lorsque l'Internet a été rétabli. Et effectivement, il y a beaucoup de slogans qui disent l'Iran et non pas ni le Liban, ni l'Irak. On a vu également des slogans qui s'attaquaient directement à la personnalité du guide. Alors, il y en avait déjà eu dans le passé, mais pas aussi fréquent, pas aussi répété. Là, vraiment, la République islamique était la cible, et il y a eu très peu de slogans, finalement, à caractère économique. Il y a eu aussi aucun slogan, ou très peu, il y en a eu forcément, contre Trump et les États-Unis. Vous voyez, on a vraiment une sorte de marche à l'envers de la République islamique, qui, elle, toujours avance sous couvert d'anti-impérialisme, d'anti-américanisme et d'anti-israélisme. Et là, nous avons des manifestants qui ne reprennent aucun de ces slogans, mais qui ciblent la République islamique dans son ensemble. Clémentin, je posais cette question parce qu'on dit parfois des empires qui s'effondrent à force de s'étendre. Alors la République islamique n'est pas un empire, mais est-ce qu'il n'y a pas cette contradiction-là de ployer un peu sous le coup de ces engagements extérieurs? Et je vous laisserai expliquer lesquels sont les plus importants. Oui, c'est-à-dire que le projet de l'ayatollah Khomeini, c'est un projet transnational. C'est une idéologie réactionnaire sur le plan des mœurs, contre le mariage homosexuel, contre la liberté personnelle, contre beaucoup de valeurs des droits de l'homme. Mais c'est quand même un projet internationaliste. Et c'est là le paradoxe, en fait, d'avoir une idéologie de type qui limite la définition de l'identité nationale à une seule dimension, la dimension religieuse islamique chiite, dans ce cas-là, duodécimaine, donc c'est très restreint. Et en même temps, il y a cette ambition mondiale. Donc là, on est face à la contradiction, puisque c'est vrai que l'augmentation des réseaux sécuritaires iraniens à l'extérieur des frontières de l'Iran, en fait, sont présentés par les élites politiques de la République islamique comme la garantie de la stabilité à l'intérieur. L'idée étant ce qu'on appelle en sciences politiques la défense en avançant, donc en allant créer les conflits, les crises à l'extérieur des frontières de la République islamique pour préserver la stabilité à l'intérieur. Ça, c'est la logique telle que présentée par le régime et les chercheurs qui analysent cette logique interne telle que définie par le régime. Malheureusement, sur le plan populaire, il y a une contestation qui a émergé déjà dans les années 90, donc c'est pas nouveau, c'est les étudiants au début qui ont porté cette contestation et qui disaient il ne faut pas donner l'argent de l'Iran à Gaza ou en Syrie, il faut investir dans la jeunesse du pays, puisqu'il y a aujourd'hui un chômage des jeunes à 30%, donc il y a une crise sociale et économique qui perdure depuis la Révolution, et l'échec économique interne est en train finalement de rattraper l'idéologie de Khomeini. Le problème, pour changer, c'est que comme la réforme n'est pas possible à l'intérieur, elle n'est pas possible aussi à l'extérieur, parce qu'ils ont défini cette nouvelle politique sur l'idée de détruire Israël. Donc c'était ce qu'ils partagent avec les frères musulmans, donc c'est un devoir religieux de libérer la Palestine. C'était pas vraiment la politique qui a été suivie précédemment par l'Iran, puisque c'était plutôt vers le monde irano-indien, on appelle, donc vis-à-vis de l'océan Indien, ça c'était la priorité du Shah. Donc le régime qui précédait la République islamique. Voilà, donc là on bascule du côté du Liban, du Hezbollah, et donc c'est ce qu'on appelle le principal succès de l'exportation, entre guillemets, de la révolution islamique. Certains collègues parlent d'importation par les Libanais, donc c'est un processus complexe, mais l'idée c'est de jouer un rôle au Levant pour protéger ou sanctuariser, si vous voulez, le territoire iranien. Malheureusement, le coût économique de cette stratégie, de cette tactique est immense, parce que toutes les sanctions américaines et certaines sanctions des pays occidentaux sont liées à ce que les États-Unis appellent le soutien au terrorisme, entre guillemets. Donc les Iraniens, en fait, ils veulent juste la normalisation de leur position internationale. Et là, il y a un débat, même à l'intérieur du système, parce qu'il y a deux voies qui vont continuer à s'affronter. C'est la voie de dire qu'on peut s'ouvrir économiquement à l'Occident
pour garantir la survie du régime. Et ça, c'était la rationalité derrière l'accord sur le nucléaire. Voilà, du président Rouhani, ça, oui. des reconstructeurs. C'est l'héritage de l'ayatollah Rafsanjani, qui est décédé il y a quelques années. Et l'autre voie, c'est la voie plus idéologique, à mon avis, vers laquelle le régime va se tourner avec le tout répressif et le tout sécuritaire. C'est de dire, si on développe des relations économiques avec l'Occident, étant donné qu'il y a des conditionnalités, que c'est sous condition que l'Occident va s'ouvrir économiquement à l'Iran, on voit les 12 conditions aujourd'hui de Mike Pompeo, de l'administration Trump, mais je pense que l'erreur en Iran, en République islamique, parmi ces élites, c'est de croire que s'il y a un autre président américain, il y aura une autre politique iranienne. Et je pense que ce n'est pas forcément ce qui va se produire. Donc, là, il y a un pari qui est fait d'attendre la fin de l'administration Trump pour espérer survivre sur le plan économique à moyen terme. Donc, ils prennent des mesures de court terme. Cette mesure du prix de l'essence, c'est ça, c'est libérer des capacités budgétaires à court terme. Donc, ils essayent de gagner du temps. Oui, mais le problème est systémique. Après, le coût des interventions, on estime ces 8 dernières années à 16 milliards de dollars. Donc, si on rapportait au PIB de l'Iran, c'est pas énorme, qui est à peu près 400 milliards. Mais le coût indirect, c'est-à-dire lié aux sanctions, est immense. C'est-à-dire que c'est la... Si l'Iran était du niveau de la Corée du Sud dans les années 70, aujourd'hui, l'Iran, c'est la moitié de la Turquie, ou c'est en tout cas plus faible que la Turquie, qui à l'époque était aussi derrière l'Iran. Donc l'effondrement économique, en fait, est en train simplement de s'accélérer. Et je pense que la population conteste les choix stratégiques de la République islamique, qui sont à la fois idéologiques, sécuritaires, et qui ne donne pas la priorité à l'amélioration des conditions de vie de la population. Alors, on a bien compris ce point-là et puis les deux voies qui s'affrontent. Jean-Pierre, tu as rédigé un article pour Mediapart sur le cas de l'Irak, où là, on a aussi des mobilisations populaires très fortes. Il y a déjà eu au moins 400 victimes quand même depuis le début. Est-ce que là, quelle est la rationalité? Il y a aussi une rationalité économique de déboucher aussi, d'être présent dans ce pays. Et je rajoute aussi, puisque à l'heure où on enregistre l'émission, on a appris, pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, la démission du Premier ministre irakien, donc un premier recul, on va dire, du régime. Alors globalement, je crois que tous les partis chiites actuellement en Irak sont peu ou prou pro-iraniens. Donc à partir du moment où la revendication des jeunes, et puis alors quelque chose dont on ne parle jamais mais qu'il faut remarquer, c'est l'irruption des femmes. Même dans des villes saintes comme Kerbala, comme Najaf, nous avons des femmes qui sont sorties. Je crois que c'est la première fois que dans ces villes, les femmes participent aux manifestations avec une telle ampleur, un tel enthousiasme. Et donc, pour revenir à votre question, oui, tout le pouvoir et même l'opposition chiite étant pro-iranienne, il est normal finalement que la population, évidemment, soit anti-iranienne, d'autant plus qu'ils perçoivent l'Iran comme un prédateur. Le signe le plus flagrant, c'est que tous les consulats iraniens en Irak ont brûlé. Ils ont brûlé très tôt, celui de Najaf ou de Kerbala ont brûlé dès le début des manifestations. Donc la revendication identitaire, c'est-à-dire nous sommes irakiens, nous ne sommes pas une colonie iranienne, est extrêmement forte et finalement elle perdure du début jusqu'à aujourd'hui. Ce qui le reproche également, c'est la mainmise des milices sur la vie économique et sur la vie quotidienne du pays, mainmise de ces milices qui, l'essentiel également de ces milices, sont pro-iraniennes. Donc vous voyez, on a finalement la bataille pour la défense de la République islamique se passe aussi en Irak, ou qui fait partir en quelque sorte d'une sorte de front avancé, quoi. Oui, de front avancé, sachant que même on ne va pas entrer dans les détails, mais le parti de Mortada el-Sadr, un coup est pro-régime, un coup ne l'est pas. Donc, vous voyez, on est quand même, on a une omniprésence de l'Iran, et je ne parle pas en plus sur la vie culturelle du pays. Mais alors, dans cette coupure avec la population, avec la rue, et dans ces oscillations stratégiques de l'acteur que vous mentionniez, est-ce que ça ne vient pas prouver un peu l'inanité de ce discours? Vous savez, il y a des grands discours géopolitiques où on parle de l'arc chiite qui va de Téhéran jusqu'au Golfe, tout peut-être Clément Terme là-dessus, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les médias occidentaux. La formule est du roi Hossein, voilà, de Jordanie. D'accord. Oui, mais c'est surtout un discours pour les médias. C'est une facilité. Je pense que là, par contre, c'est lié à l'activité, au type d'information qu'on reçoit ici en Occident et qui ne reflète pas la complexité. C'est-à-dire que tous les citoyens du Moyen-Orient ont des identités multiples. Et surtout la nouvelle génération, les millénials, ils ne se définissent pas comme chiites. Je dis souvent à mes étudiants, c'est comme si on voulait comprendre la France en étudiant le catholicisme. Donc on a ça aussi dans la recherche. On pense que si on comprend l'islam chiite, on comprendra l'Iran. Donc je ne sais pas si c'est une vision orientaliste, mais en tout cas c'est
un prisme, une déformation, une facilité, un confort, qui reflète que la réalité de manière très parcellaire. Après qu'il y ait des instrumentalisations des préférences religieuses de la population par les gouvernements locaux, c'est évident, mais tant du côté sunnite que du côté chiite. Mais ce n'est pas, disons, une grille de lecture qui permet de comprendre les dynamiques. Et on voit d'ailleurs que les manifestants irakiens et les manifestants en Iran reprochent en fait à l'idéologie de Khomeini qui structure en fait la politique étrangère de la République islamique la même chose, c'est-à-dire de nier l'identité des nations, des peuples, la dimension ethno-nationale. Donc cette volonté de dépasser en 79, parce que le nationalisme iranien est séculier de tradition, donc il n'est pas forcément, même s'il y a une part d'identité qui est liée à l'histoire des religions au-delà du schisme, il y a le zoroastrisme, donc c'est pas pour nier l'identité religieuse de l'Iran, mais c'est pas la seule. Il y a de multiples identités. Donc c'est des simplifications qu'on utilise par facilité. Et finalement, c'est un discours qui agit comme parfois des prophéties autoréalisatrices, parce que c'est vrai que l'Iran va quand même utiliser des réseaux cléricaux. Donc là, il y a une confusion, parce que même parmi le clergé, parce que dans le schisme, il y a un clergé, il y a des débats. Contrairement au reste de oui, mais même si on rentre dans le détail, par exemple au Bahreïn, seulement 5% des chiites du Bahreïn ont choisi l'ayatollah Khamenei comme source d'imitation, comme leur marja, leur ayatollah. Donc c'est pas sur cet élément religieux que se joue la partie. C'est pour ça que Khomeini avait défini l'antisionisme comme structurant de son influence dans la région. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est dans la péninsule arabique, que les États sont focalisés sur la menace iranienne, entre guillemets, au niveau des élites, et moins sur le conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Donc il y a eu aussi la question, et là peut-être Jean-Pierre pourra développer, sur la guerre en Syrie. Je pense qu'il a changé aussi l'image de la République islamique dans la région et son soft power. Donc je pense que ces événements d'Irak et du Liban, plus la répression interne en Iran, affaiblissent vraiment le soft power, donc la puissance douce de l'Iran au Moyen-Orient. Je crois que tout ça était en plus prévisible, parce que si on revient quand même à un élément fondateur de la République islamique, qui est la guerre Iran-Irak, à aucun moment... 80-88, 80-88, absolument. À aucun moment, pendant toute la durée de la guerre, on a vu des régiments de Saddam Hussein, qui étaient composés à 80-90% de chiites, se révolter. Aucun régiment n'a fait défection. Il n'y a pas eu plus de déserteurs chez les chiites que chez les sunnites. Donc, et à l'inverse, lorsque l'armée irakienne a déferlé sur l'Iran, puisque la puissance qui envahissait, c'était l'Irak, eh bien, les premiers qui, en l'absence d'une armée iranienne qui était complètement démobilisée du fait de la chute du régime du Shah, eh bien, les premiers qui ont défendu, eh bien, c'était les tribus arabes du Khouzistan qui ont défendu la terre iranienne alors qu'ils étaient arabes. Donc vous voyez, c'est finalement, je crois que la République islamique a voulu balayer un peu les nationalismes à son profit de l'idéologie, mais elle n'a pas réussi. Alors, on va faire un peu de prospective pour la fin de l'entretien. Vous l'aviez évoqué rapidement, on a les législatives qui arrivent, c'est au mois de février, il me semble. Donc là, qu'est-ce qui s'annonce? C'est ce que vous disiez, en gros, c'est qu'ils vont essayer de sortir un camp réformateur du chapeau, chapeau, du turban, oui. Et il y a un autre enjeu, donc ça c'est législatif, et puis il y a un autre enjeu dont on discutait en préparant l'émission, qui est quand même l'âge, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas dit là, mais quand même, ils ont tous au moins 80 ans, ou un peu moins, un peu plus, donc c'est une vraie gérontocratie. La question de la succession du guide, est-ce qu'elle se pose aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des scénarios un peu concrets sur la table? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? On sait que le guide a plus ou moins choisi le chef du pouvoir judiciaire, qui était aussi le candidat défait en 2017 par le président Rouhani, le président actuel. Oui, il y a eu un choix du tout répressif avec le fils du guide, Mojtaba Khamenei, les services de renseignement des gardiens de la Révolution qui ont aussi un rôle à jouer. Donc vous voulez dire qu'il est en train de verrouiller Ce qui est nouveau, je dirais, c'est pas tellement le prochain guide. Ce qui est nouveau, c'est que en fait, toutes ces élites politiques, tous ceux qui vont se présenter au suffrage, en fait, dépendent pour la répression et la survie du système dans son ensemble des services de sécurité de la République islamique, donc ce que j'ai appelé la dimension milicienne. Ouais. Donc finalement, analyser les jeux électoraux dans un système autoritaire est certes intéressant sur le plan intellectuel pour voir la créativité du système et comment ils vont faire pour nier leur caractère autoritaire et présenter un visage présentable à la fois à leur population, qui n'y croient plus à l'alternance entre réformateurs et conservateurs, et aussi à l'extérieur, pour justifier le fait qu'ils sont différents des monarchies du Golfe Persique. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus cela le sujet. Le sujet, c'est vraiment, est-ce que ces mouvements sociaux
vont permettre l'émergence d'un projet politique alternatif. Parce que je ne pense pas qu'il y ait encore la croyance au niveau populaire dans une réforme du système. La question, c'est est-ce que l'effondrement de la République islamique conduit à l'instabilité? Quelle transition possible vers la démocratie sans passer par le chaos et la guerre civile? Donc c'est ça, la violence, oui, mais la Syrie, non. C'est-à-dire que là, il y a un problème. Et après, il y a la question, parce qu'il y a la temporalité sociale, et puis il y a la temporalité géopolitique aussi, avec les pressions américaines, la politique de changement de régime. Et là aussi, il y a une difficulté pour le mouvement social à l'intérieur de ne pas être récupéré par l'administration Trump. Et donc ça, c'est une difficulté qu'il va falloir surmonter pour les Iraniens, surtout que le temps géopolitique est à court terme, et le temps social, c'est plutôt sur le long terme. Mais je pense que cette idéologie de l'ayatollah Khomeini, qui est au cœur de ce régime, et de l'appareil de sécurité et de la politique régionale, est très affaiblie au niveau de l'adhésion. Donc, comme Machiavel l'avait très bien expliqué, quand on ne peut pas susciter l'adhésion, on va susciter la crainte. Mais là, le fait qu'ils aient tiré dès le début sur les manifestants, c'est plutôt un signe de faiblesse. En tout cas, la perception de leur propre faiblesse à l'intérieur. Après, c'est un régime qui est redoutable, qui est prêt à utiliser des massacres pour se maintenir au pouvoir, et surtout un régime qui est acculé, qui est dans une situation sans sortie, puisque pour l'instant, la réforme n'est pas possible. Donc, il va falloir trouver un nouveau compromis. Donc, il va y avoir cette tentative, je pense, de récupérer et de jouer sur la peur du chaos. Jean-Pierre, un dernier mot quand même, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais du coup, la pauvre diplomatie européenne, là-dedans, elle a l'air un peu décalée, quoi. Elle est invisible, tout simplement. Elle est totalement invisible. À la fois sur l'Irak, à la fois sur l'Iran, un petit peu moins sur le Liban pour des raisons historiques, mais elle est globalement invisible. Et je crois que pourtant que c'était l'heure de l'Europe, hein, finalement, à la faveur des événements irakiens et iraniens, de montrer un petit peu qu'elle pouvait être une autre voie. L'Europe qui avait été en pointe du fameux accord sur le nucléaire dont on parlait et qui a été dénoncé par Trump. Absolument, oui. Et enfin, l'Europe est quand même Obama également. Hein, oui, c'est vrai. N'oublions pas tout à fait. Et donc, là, effectivement, une grande absente. Je crois que... mais est-ce qu'il y a, au fond, ok, une absente, mais est-ce qu'il y a des leviers? On a parlé de l'accord, mais est-ce que économiquement ils peuvent quelque chose? On dit qu'ils sont un peu piégés par la puissance du dollar et les conséquences juridiques que pourrait avoir le fait de ne pas mener les sanctions comme les Américains le demandent. Déjà, il n'y a pas de volonté. De vraie volonté politique. Alors, la France, ça ne suffit pas pour bâtir quelque chose, une relation stable avec l'Iran contre les États-Unis. Il faut au moins un engagement européen pluriel. Donc là, ça n'a pas été le cas. Donc ça ne pouvait pas marcher. En plus, la volonté politique était un peu défaillante en même temps. Donc avec ce qui s'est passé, avec également le fait qu'il y a deux otages français dans les prisons de Téhéran, je crois que ça aussi, ça verrouille un peu l'avenir. Je dirais oui, que le président français, le président Macron, quand il a été élu, a voulu jouer un rôle, hein, reprendre un peu, si vous voulez, l'héritage d'Obama. Mais le problème, c'est que la France n'est pas les États-Unis et que la France, et on a le cas, hein, j'ai comparé ça avec mes étudiants à Sciences Po, avec le président Trudeau. Ouais. Le Premier ministre Trudeau, pardon. Voilà, le Premier ministre canadien qui aussi a essayé de changer la politique iranienne de son pays, mais l'État profond a résisté des deux côtés. Ce que le président Macron a dit sur l'État profond, c'est un terme fort. Oui, comme le président, je cite le président Macron, hein, l'État profond, il a dit, résiste sur la Russie. Toutes les tentatives d'ouverture du président vis-à-vis de la Russie sont bloquées. La même chose sur l'Iran, c'est-à-dire que le président a proposé une médiation, mais sa propre administration ne le soutenait pas. Alors après, bien sûr que le pari était impossible, puisqu'il a misé sur le président Rouhani, alors qu'il faut parler aux guides, et qu'ils n'ont pas d'accès au guide suprême, première erreur. La deuxième erreur, c'est de penser que si le président Macron ordonne aux entreprises françaises de rester en Iran, elles l'écouteront, alors qu'elles écoutent le président Trump. Donc ça, c'est vraiment un problème de souveraineté. C'est pour ça que, alors bien sûr, le discours officiel, c'est de dire c'est le début de quelque chose. Je crois qu'il y a une vingtaine de contacts entre Rouhani et Macron, ce qui est considérable. Oui, mais c'est des contacts. C'est-à-dire que c'est des contacts qui, au contraire, vont le camp des ultras en Iran va être amené à se focaliser encore plus sur la France pour une autre raison toute simple aussi, c'est que leur problème, c'est les États-Unis. Ce sont la relation avec les États-Unis qui est la cause des problèmes de l'Iran. C'est pas la relation avec la France, mais la France sert de variable d'ajustement en fait quand il y a une crise irano-américaine, parce qu'on n'a pas d'autonomie stratégique. Le problème, c'est pas tellement de pas avoir d'autonomie stratégique, c'est un fait, mais c'est de pas, disons,
produire des discours qui sont conformes à la réalité de la politique de la France. Donc il y a un décalage de plus en plus grand entre les déclarations d'Élysée du président et la réalité de la relation bilatérale. Donc on avait toute une période ces derniers mois où la relation bilatérale se dégradait sur le plan des coopérations dans la culture, l'enseignement, l'économie. Les échanges par exemple entre l'Iran et l'Europe ont baissé de 75%, et l'Europe produit des mécanismes comme Instex, qui ne servent à rien, qui sont juste une volonté de maintenir une forme de souveraineté formelle, si vous voulez, de dire que la France respecte sa parole dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Au final, je pense que ça traduit quand même l'obsession nucléaire de la France, qui ne pense l'Iran que par le prisme du nucléaire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de réaction sur les manifestations, il n'y a pas de soutien sur la question des droits de l'homme. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'il y avait une opportunité, comme Jean-Pierre l'a dit, parce que l'administration Trump a une politique jusqu'au boutiste dangereuse qui peut conduire à la guerre. Donc il y avait une vraie place pour une diplomatie française créative et indépendante. Mais il fallait d'abord prendre le risque de la détérioration de la relation avec les États-Unis. Et c'est là où est toute l'ambiguïté de la position française. C'est le en même temps, si vous voulez. En même temps, on va avoir d'excellentes relations avec Israël, l'Arabie Saoudite, l'administration Trump, et avec ce que l'administration française a inventé pour régler la question iranienne, ce qu'on appelle en anglais nucléaire plus, et en français nucléaire élargi. Ça veut dire qu'en dehors du nucléaire, on va aussi négocier la politique régionale, les droits de l'homme et le programme balistique, donc les missiles de l'Iran. Et c'est totalement impraticable, c'est impossible. L'Iran avait signifié il y a très longtemps, et c'est pour ça que l'administration Obama avait limité l'accord au nucléaire, donc on savait que c'était impossible. Et donc en faisant ça, en proposant, entre guillemets, médiation, qui n'en est pas une proposition, si vous voulez, c'était forcément impossible que ça marche, parce qu'il se mettait dans la dépendance vis-à-vis de Washington. C'est-à-dire que toutes les questions étaient liées au bon vouloir des États-Unis, et notamment sur le plan de l'économie. C'est-à-dire que c'est Obama qui avait demandé aux entreprises européennes de retourner en Iran. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que l'évolution du commerce bilatéral franco-iranien, ou plus largement entre l'Europe et l'Iran, dépend de la politique américaine. Et là, c'est vraiment une question qui n'est pas assumée, qui n'est pas dite. Donc il y a des discours, vous avez le ministre de l'économie, je crois, qui a sorti un livre qui s'appelle «L'Empire européen», enfin qui sont... Bruno Le Maire, oui. Oui, c'est incroyable. Alors il y a même eu un article dans le Canard enchaîné à la suite des réunions en BDF, parce que les entreprises étaient choquées par le discours de la France, parce que c'était totalement décalé par rapport à la réalité commerciale du monde des affaires qui dépend des normes américaines. Et donc tous ces non-dits fait qu'on est dans une forme de de stratégie de communication pour présenter la France comme indépendante dans la continuité de Charles de Gaulle, sans qu'il n'y ait plus du tout de levier, comme vous l'avez bien mentionné. Très bien, je vous remercie tous les deux, en tout cas pour cet échange. Merci de nous avoir suivis, puis je vous renvoie vers Mediapart, le site et sa chaîne YouTube pour toutes les autres vidéos d'Un Monde à Vif. Merci.